Papa a laissé un message vocal, on te coupe les ponts. Ne viens pas à Noël. J'ai juste répondu par texto, j'apprécie. Ce soir-là, j'ai retiré mon nom de leur compte professionnel commun. 36 heures plus tard, 84 appels manqués. À minuit, leurs appels se sont transformés en messages vocaux désespérés. Noël est une fête très importante dans ma famille. Non pas pour la tradition ou la chaleur humaine, mais parce que c'est leur performance préférée. Mes parents enfilent leurs tabliers assortis, préparent leur parfait hors-d'œuvre, et exhibent leur récit familial bien rodé comme s'ils recevaient un prix. Mais derrière tout ça, il y a de la pourriture, le genre de pourriture que l'on ignore si longtemps qu'on finit par croire que c'est normal. Le message vocal est arrivé 5 jours avant Noël. Lundi soir, je déchargeais mes courses quand je l'ai vu. La voix de mon père résonnait comme s'il lisait une note de service. « Camille, ta mère et moi avons parlé. Nous pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas cette année. C'est trop tendu. Nous avons décidé de t'exclure de la fête. S'il te plaît, respecte notre décision. » Je savais exactement ce qu'il entendait par « tendu ». Il ne s'agissait pas de mon manque de respect. Il ne s'agissait pas de conflit. C'était parce que 2 semaines plus tôt, j'avais enfin cessé d'acquiescer lorsque ma mère faisait ses petites remarques sur le fait que mon travail n'était pas un vrai travail. Et je lui avais rappelé que pendant qu'elle était assise dans une maison qu'elle ne payait pas, c'était moi qui maintenais à flot leur entreprise en difficulté en coulisses. C'était parce qu'au dîner du mois dernier, je n'avais pas ri quand mon père avait fait cette blague sur le fait que je ne garderais jamais un homme parce que j'avais trop d'opinions. C'était parce que j'avais finalement dit, vous agissez tous les deux comme si vous m'aviez fait une faveur en me tolérant, alors que la vérité, c'est que c'est moi qui répare vos désastres financiers depuis des années. Ils n'ont pas aimé ça. Ils ont dit que j'avais un certain ton, alors ils m'ont privé de Noël comme on punit un enfant. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas supplié. J'ai juste envoyé un seul texto, j'apprécie. Mais au fond de moi, j'en avais fini. S'ils ne voulaient pas de moi, très bien. Mais je n'allais pas continuer à flotter en coulisses, à soutenir silencieusement le cirque pendant qu'ils me dénigraient comme la fille amère et dramatique qui ne comprend tout simplement pas à quel point ils ont travaillé dur. Ils voulaient de l'espace. Ils allaient en avoir. Ce même soir, je me suis connecté à nos comptes professionnels communs, la comptabilité, la paie, les logiciels fiscaux, tout ce que j'avais reconstruit à partir de zéro après qu'ils aient tout gâché au point que le fisc s'en mêle. C'est grâce à moi qu'ils ne s'étaient pas noyés. J'ai retiré mon nom, j'ai tout déconnecté, j'ai transféré les identifiants vers l'adresse électronique commune et je leur ai envoyé un dernier dossier avec tous les fichiers dont ils auraient besoin. Pas de mots, juste les données. Puis je me suis déconnecté et je suis allé me coucher. Pendant 36 heures, rien. Pas un seul texto ou appel. Puis ça a commencé. Des appels de papa, puis de maman, puis des deux, encore et encore, comme s'ils essayaient d'appuyer sur un bouton d'urgence pour redémarrer le monde. Puis ce fut le tour de mon frère. Il vit dans la même maison qu'eux. Il est plus âgé, marié, a un enfant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne parti, et il ne l'a pas fait. Ces appels n'étaient qu'un bruit de plus que j'ai mis en sourdine. Le deuxième soir, j'avais 84 appels manqués, et les messages vocaux ont commencé à s'accumuler. D'abord, c'était de la confusion, puis de la panique, puis du désespoir. Camille, nous ne savons pas comment accéder à quoi que ce soit. Peux-tu juste nous expliquer la procédure? Tu exagères complètement. Nous avons besoin de ton aide pour déclarer les impôts trimestriels. La date limite est cette semaine. À minuit, ma mère pleurait en arrière-plan. Papa avait l'air d'essayer de ne pas craquer. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Ils voulaient une vie sans moi. Parfait. Je leur donnais exactement ce qu'ils avaient demandé. Mercredi matin, je ne pouvais même plus consulter mon téléphone sans être inondé de messages vocaux. Mes parents étaient officiellement entrés en mode panique. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Pas par dépit, mais parce que, honnêtement, je ne ressentais plus rien. Je regardais simplement tout se dérouler comme quelqu'un qui feuillette les pages d'un livre sur un incendie qu'il a lui-même allumé. J'allais toujours au travail, je déjeunais toujours avec des collègues, je faisais toujours mes courses comme une personne normale. Pendant ce temps, il s'effondrait message vocal après message vocal. J'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Je n'ai pas décroché. 5 minutes plus tard, un autre message vocal est apparu. Camille, c'est ton père. Nous n'arrivons pas à accéder au tableau de bord de la paie.
As-tu changé le mot de passe? Nous avons des chèques à traiter aujourd'hui. J'ai besoin que tu m'appelles immédiatement. 5 minutes après, un autre. Et, c'est encore moi. As-tu reçu le dernier message? Peux-tu juste nous guider rapidement? L'ironie était presque trop parfaite. Je leur avais rappelé 6 fois de noter les mots de passe ou de configurer un courriel de récupération. Mon père avait dit que j'étais contrôlante et condescendante. Maintenant, ils ne pouvaient plus ouvrir leur propre système. Le matin de Noël, ils ont essayé de faire comme si de rien n'était. Silence radio. J'ai pensé qu'ils allaient passer à la gestion de crise, inviter quelques cousins éloignés, publier quelques photos et prétendre que rien ne s'était passé. Faux. À 11h47, j'ai reçu un texto groupé de leur part à tous les deux, tu nous manques aujourd'hui. Sache juste que nous pensons à toi. Pas d'excuses. Aucune mention de ce qu'ils avaient fait, juste des mots vagues et polis qui ne signifiaient rien, comme si j'étais censé être touché. Je n'ai pas répondu. Le soir de Noël, j'ai fait rôtir un poulet et ouvert une bouteille de vin. J'ai regardé 3 films, allumé quelques bougies et je me suis endormi avec mon téléphone en mode ne pas déranger. Quand je me suis réveillé le vendredi matin, j'avais 29 nouveaux appels manqués, tous d'eux. Apparemment, le lecteur de cartes de la boutique avait cessé de se synchroniser. Le système que j'avais mis en place pour les ventes et les stocks, celui qu'ils trouvaient trop compliqué et excessif, ne fonctionnait pas sans la synchronisation manuelle hebdomadaire que je faisais pour eux. Leur grande braderie de Noël, complètement ratée. Vers midi, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Sa voix était tendue, comme si elle avait pleuré. Nous savons que tu es en colère, et peut-être que tu as raison de l'être, mais nous avons besoin que tu nous aides à réparer ça. Tu sais que nous ne sommes pas doués avec cette technologie. Tu es la seule qui comprend comment tout fonctionne. Puis elle a dit la phrase que je n'oublierai jamais. Nous ne voulions pas te couper les ponts. Nous avions juste besoin d'un peu d'espace. Nous ne voulions pas gâcher Noël pour tout le monde, n'est-ce pas? Parce que c'est moi qui l'aurais gâché. Pas les gens qui m'ont prise en embuscade avec un message vocal passif-agressif et m'ont traité comme un problème de relations publiques. Je n'ai pas répondu. Ni à elle, ni à mon père. Pas même à mon frère quand il a appelé tard ce soir-là et laissé un message disant que les choses empiraient à la maison. Je n'avais pas demandé ce chaos. J'avais pris du recul. C'était eux qui avaient insisté pour prétendre que je ne comptais pas. Maintenant, ils s'étouffaient dans leur propre silence. Dimanche, les choses ont vraiment changé. Ma mère a envoyé un long message sinueux sur le fait qu'elle me pardonnait pour les choses que j'avais dites et qu'elle espérait que nous pourrions avancer en tant que famille. Elle n'a pas dit pardon. Elle n'a reconnu aucune de ses erreurs. Elle a juste lancé ça comme si j'allais revenir en rampant parce qu'elle me le permettait. Puis vint le lundi, le jour de la paix. À 7h08, j'ai reçu un appel de la ligne fixe de leur boutique. J'ai regardé le téléphone sonner. Puis un message vocal est arrivé. Camille, les chèques ont été rejetés. Le système dit que nous sommes bloqués. Nous avons des employés qui appellent. C'est sérieux. Tu dois régler ça. Je n'ai même pas ouvert le message. Je l'ai juste supprimé. Puis un autre. Camille, nous t'en supplions maintenant. S'il te plaît. Ce n'est pas une blague. Nous n'arrivons pas à traiter les impôts. Nous avons tout essayé. 27 appels ce jour-là. À 15h, mon père m'a envoyé un courriel de 3 phrases depuis le compte de la boutique. L'objet disait « Urgent ». S'il te plaît, aide-nous. Nous ferons n'importe quoi. Dis-nous simplement ce qu'il faut faire. Et toujours pas d'excuses, juste du désespoir déguisé en humilité. Ce soir-là, j'ai allumé une autre bougie, préparé le dîner et éteint de nouveau mon téléphone. Ils me voulaient partis. Ils ne s'attendaient simplement pas à quel point ils dépendaient de la personne qu'ils avaient essayé d'effacer. Mardi soir, leur désespoir s'est transformé en quelque chose de plus laid. On pouvait l'entendre dans les messages vocaux. Mon père ne suppliait plus. Il était frustré. Il était passé de « Nous avons besoin de ton aide » à « Pourquoi nous ferais-tu ça » en moins d'une semaine. Et ma mère, ses messages étaient empreints d'un mélange de culpabilité et de sentiment de droit, ce genre de culpabilité qui n'est pas vraiment de la culpabilité, juste de la déception que les choses ne se soient pas passées comme elle l'imaginait. Camille, ce n'est pas comme ça que les familles se traitent. Tu as fait valoir ton point de vue.
Maintenant, reviens à la table. Revenir à la table comme si j'étais parti en claquant la porte pour rien. Comme s'il ne m'avait pas coupé des ponts dans un message vocal d'une minute quelques jours avant une fête. Comme s'ils ne m'avaient pas jeté dehors pour ensuite essayer de me faire revenir quand ils ont réalisé que j'étais la seule à maintenir leur château de cartes financier. Mercredi matin, j'ai reçu un courriel avec pour objet, avis de pénalité de l'État. Il provenait de leur compte professionnel. Le genre de courriel qu'ils m'auraient automatiquement transféré il y a 6 mois avec « Qu'est-ce que cela signifie ?» dans l'objet. Maintenant, ils l'envoyaient simplement sans commentaire, sans explication. Comme si j'allais le voir, paniquer et me précipiter pour tout arranger. Je n'ai même pas ouvert la pièce jointe. Je savais déjà. Déclaration d'impôt trimestriel en retard, non-paiement de l'impôt sur le revenu estimé probablement une amende de 500 € et un signalement pour audit. Puis, sans prévenir, ma mère s'est présentée à mon appartement. Pas de texto, pas d'avertissement, juste 3 coups doux. Je me suis tenu près de la fenêtre de la cuisine et je l'ai observée. Elle avait l'air nerveuse. Elle vérifiait son téléphone, regardait la porte, frappait à nouveau. Je n'ai pas bougé. Je suis juste resté là, sirotant mon café, attendant. Après quelques minutes, elle est partie. 10 minutes plus tard, un autre message vocal. Camille, je suis passé parce que je pensais que peut-être un face-à-face aiderait. Je sais que les choses ont dérapé. Nous ne voulions pas te faire de mal. Tu es toujours notre fille, et cette histoire d'entreprise, ça a pris des proportions incontrôlables. S'il te plaît, viens nous parler. Toujours pas d'excuses. Juste la même dérobade vague. Nous ne voulions pas te faire de mal. Comme si m'exclure de Noël était un accident. Comme si j'étais juste trop sensible. Jeudi soir, j'ai finalement répondu à un appel. Pas d'eux, mais de mon frère. Il se tient à l'écart des drames familiaux. Il vit avec eux, oui, mais reste principalement dans sa propre petite orbite avec sa femme et son bébé. Alors, quand il a appelé 2 fois de suite, j'ai compris que c'était quelque chose. Il a été bref. Il a dit qu'il ne voulait pas s'en mêler mais qu'il pensait que je devais savoir. Mes parents prévoyaient de vendre la voiture. Ça m'a arrêté. La voiture? Celle que tu leur as achetée plus tôt cette année? Maman dit que techniquement, elle est toujours immatriculée au nom de papa. Ils disent que tu n'as jamais payé le prix total, que tu leur dois de l'argent. J'ai acheté cette voiture en février, payé en totalité, j'ai viré l'argent directement sur leur compte, imprimé la confirmation. J'ai même payé pour le changement d'assurance et l'immatriculation, mais je leur ai fait confiance quand ils ont dit qu'ils s'occuperaient du transfert de titre de propriété. Ne t'inquiète pas pour ça, avait dit mon père. Nous nous occuperons de la paperasse. C'était en avril. Je n'ai jamais suivi. J'étais occupé. J'ai supposé qu'il l'avait fait. Et maintenant, il s'en servait contre moi. Non seulement il menaçait de la garder, mais il parlait de la vendre sous mon nez. Ce moment a été un retour à la réalité. Il ne se débattait plus seulement. Il se vengeait. J'ai dit à mon frère que j'appréciais l'avertissement. C'est tout. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il ne voulait pas être pris entre deux feux. Et je ne lui en voulais pas. Mais je n'allais pas me battre avec eux pour une voiture. Je n'en voulais pas. Je ne voulais rien d'eux. Ils pouvaient la garder, la vendre, la jeter d'une falaise. Je pouvais partir proprement, les mains vides et la conscience plus tranquille que la leur ne le serait jamais. Et je n'avais toujours pas dit un mot à papy. Il n'avait pas d'ordinateur. Utilisait à peine son téléphone. Faisait encore tout sur papier. Mais il connaissait tous les recoins de la famille. Qui devait quoi à qui? Qui mentait? Qui couvrait les choses? Et la seule chose qu'il ne tolérait jamais, le comportement ingrat et manipulateur. Mes parents vivaient dans sa maison. Ils géraient leur entreprise depuis un bâtiment qu'ils possédaient. Ils les avaient maintenus à flot plus de fois que je ne pouvais compter, mais toujours discrètement, en supposant toujours qu'ils maintenaient au moins la famille unie. Je ne l'avais pas encore appelé, mais j'allais le faire. Et une fois qu'il entendrait ce qu'ils avaient fait, non seulement à moi, mais à son nom, à son entreprise, à sa confiance, ils auraient de plus gros problèmes qu'une paix rejetée. Je n'avais pas prévu d'impliquer papy. Pendant la majeure partie de ma vie, il était resté en dehors des drames familiaux. Il disait que les adultes devaient régler leurs problèmes comme des adultes. Mais ce n'était pas juste un drame.
C'était une spirale de manipulation totale, et ça n'allait pas s'arrêter à moins que quelqu'un de plus influent que moi ne le dénonce. Alors, vendredi matin, je suis allé chez lui. Une petite route de campagne, le même Porsche qui grince, le même café noir sur la cuisinière. Il a ouvert la porte et n'a rien dit. Il m'a juste regardé comme s'il savait déjà. Je lui ai tout raconté, du message vocal de Noël aux 84 appels manqués, les fausses larmes, l'échec de la paix, l'avis d'imposition, tout. Et puis je lui ai parlé de la voiture. Celle que j'avais achetée, payée en totalité, et que, d'une manière ou d'une autre, je ne possédais toujours pas légalement. Il n'a pas interrompu. Il n'a même pas scié. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête une fois, s'est levé et a marché dans le couloir. Il est revenu avec un dossier en manille, un de ceux, épais, qu'il utilise pour les papiers de propriété et les documents de location. Il l'a feuilleté, en a sorti 2 documents et a passé un appel téléphonique. Au début, je ne savais pas qui il appelait. Puis j'ai entendu le nom de son avocat, pas un ami de l'association des anciens combattants, pas une faveur familiale. Un vrai avocat, celui qui s'occupait de sa succession. Il lui a donné des instructions claires. 2 choses, rédiger une demande formelle pour transférer le titre de propriété complet du véhicule à mon nom. Avec effet immédiat, suspendre le bail commercial de la boutique que mes parents lui louaient. J'étais encore assise là quand il a raccroché. Il s'est tourné vers moi et a dit, « Ils ont eu trop de cordes. Il est temps qu'ils sentent la chute. » Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. Le lendemain, samedi, il les a invités chez lui. Midi pile. Il leur a dit que c'était à propos du renouvellement du bail et de certaines décisions à prendre. Je suis arrivé 15 minutes en avance. Papy était déjà à table avec un nouveau dossier de documents qui n'attendait que. Mes parents sont arrivés ensemble. Ma mère avec les yeux rouges, comme si elle avait déjà pleuré. Mon père avec ce faux calme qu'il adopte quand il pense qu'il est sur le point de reprendre le contrôle. Ils sont entrés et m'ont vu à table. Ma mère m'a à peine regardé. Les yeux de mon père ont balayé la pièce comme s'il préparait déjà son discours, mais papy ne leur en a pas laissé l'occasion. Il a fait glisser un document sur la table, la demande formelle de transfert de titre de propriété. Puis il a dit, « Vous avez 48 heures pour signer le transfert de la voiture, ou je vous dénoncerai pour fraude patrimoniale. » Mon père a ouvert la bouche. Papy a levé la main. Il n'avait pas fini. Puis il leur a tendu un autre papier. Celui-ci était un gel temporaire de leur bail commercial. Pas une expulsion, pas encore. Juste une pause jusqu'à ce qu'ils décident s'ils opéraient toujours de bonne foi. Vous avez utilisé mon nom, mon argent et ma propriété pour soutenir cette entreprise. Et vous avez exploité ma petite fille pour la faire tourner. Ça s'arrête maintenant. Ils étaient abasourdis. Pas seulement à cause de ce qu'il a dit, mais parce que quelqu'un, enfin, ne les laissait pas réécrire l'histoire. Il n'y avait pas de place pour les fausses larmes, pas de place pour le « mais nous ne voulions pas faire ça ». Pas de place pour la marche arrière. Puis papy a lâché quelque chose que personne d'entre nous n'avait vu venir. Il a parlé de la maison, a dit qu'il réfléchissait depuis un moment à ce qu'il adviendrait d'elle à long terme. Et après ce petit épisode, il n'était pas sûr que la laisser à des gens capables de couper les ponts avec leur propre fille par ego soit le bon choix. Mon père s'est affalé, silencieux. Ma mère a commencé à dire quelque chose, mais les mots sont morts dans sa gorge. Puis papy m'a regardé et a demandé, « Veux-tu dire quelque chose ?» Je me suis levé. J'ai dit, je n'étais pas là pour reconstruire une famille. J'étais là pour récupérer ce que j'avais payé. Je ne demandais pas de réconciliation ni d'excuses qui n'apparaissaient que lorsqu'ils étaient désespérés. Ils me voulaient hors de leur vie. Je ne faisais que terminer le travail. Je suis sorti. Ils ne m'ont pas suivi. Mais 2 heures plus tard, le titre de propriété de la voiture était transféré à mon nom. Apparemment, papy a été très clair. Le titre de propriété de la voiture était officiellement à mon nom le dimanche soir. Je l'ai récupéré moi-même à la préfecture le lendemain matin. Nouvelle carte grise, nouvelle plaque, papier en main. C'était censé être la fin. J'avais ce qui m'appartenait. Pas de dispute hurlante. Pas d'excuses exigées. Mais bien sûr, ce n'était pas fini. Mardi matin, j'ai reçu un appel de mon frère. Sa voix était tendue, comme s'il regrettait déjà d'avoir appelé. Il a dit, « Je pensais que tu devais savoir. Ils disent aux gens que tu as fait chanter papy. »
J'ai vraiment ri. Pas un rire sarcastique, un rire authentique et fatigué. Apparemment, ma mère était déjà au téléphone avec 2 de mes tantes et un cousin, dépeignant toute l'affaire comme si j'avais manipulé toute la situation. Elle leur a dit que je m'étais présenté chez papy avec une sorte de menace légale et que j'avais raconté une histoire larmoyante pour le retourner contre eux. Elle a dit que papy était trop vieux pour gérer toute cette pression, et que j'avais profité de sa confiance. Je pouvais deviner son ton exact. Une victimisation polie enrobée d'inquiétude. C'était son costume préféré. Puis mon frère a dit quelque chose qui m'a arrêté. Ils disent que la voiture n'était pas une vente, que c'était un prêt, que tu n'as jamais fini de les payer. Au début, je n'y ai pas cru. J'ai pensé qu'il avait peut-être mal compris. Non. Il se préparait vraiment à contester toute la vente, à dire que ce qui s'était passé en février n'était pas une transaction claire, mais un accord vague qu'ils pouvaient maintenant tordre à leur guise. J'avais des preuves virements bancaires, reçus, même des textos confirmant le montant et les conditions. Mais cela n'avait pas d'importance. Il ne s'agissait plus de la voiture. Il s'agissait de contrôle. Il l'avait perdu, et maintenant il voulait du sang. Et voici le pire. Je pouvais dire que mon frère ne pensait même pas qu'ils avaient tort. Il a dit, peut-être que tu devrais juste leur parler avant que ça n'aille trop loin. C'était la dernière fois que je répondais à ses appels. Alors, j'ai fait la seule chose que je savais pouvoir mettre fin à tout ça. J'ai appelé papy. Il n'a pas répondu à nouveau, ce qui devenait une habitude. Mais cette fois, quand il a rappelé, il savait déjà. Il a dit, ils m'ont parlé de l'affaire de la voiture. Tu y crois, toi? Je n'ai pas répondu. Puis il a dit, ils ont essayé de me faire culpabiliser. Ils ont dit que je leur tournais le dos. Ils ont dit que tu es trop émotive et que je n'ai entendu qu'un seul côté de l'histoire. Je lui ai demandé ce qu'il avait répondu. Il n'a pas hésité une seconde. Je leur ai dit que s'ils déposaient un seul document concernant cette voiture, je mettrais le bâtiment de la boutique en vente. Et s'ils laissaient même entendre qu'ils allaient porter ça devant les tribunaux, je réécrirais l'acte de propriété de la maison et te la donnerais. J'étais silencieuse. Il a continué. Je suis fatigué de les voir dévorer les gens comme ça. Ta mère fait ça depuis qu'elle a 16 ans. Ton père suit simplement tout ce qui lui permet de se sentir comme un roi. Mais je connais la vérité. Je sais qui a fait le travail. Et je sais qui a maintenu la place debout quand il ne prenait pas la peine de le faire. Cette nuit-là, mes parents ont dû réaliser à quel point ils avaient mal calculé. Car le matin, j'ai reçu un courriel d'une adresse Gmail générique avec un PDF en pièces jointes. C'était un accord de résolution mutuelle, rédigé comme un modèle que quelqu'un avait copié sur un blog juridique. Pas de nom d'avocat, pas de signature. Le langage était ridicule. Ils accepteraient de ne pas contester la propriété du véhicule si je signais une clause promettant de ne parler à aucun membre de la famille élargie de désaccords personnels, et si j'acceptais de ne pas ternir l'image de la famille par des récits dramatisés d'événements passés. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Récits dramatisés. Ils menaçaient de me poursuivre, de voler ma voiture et de réécrire l'histoire. Et maintenant, c'était moi qui risquais de ternir la famille. J'ai transféré le tout à papy. Il n'a rien répondu. Le lendemain matin, il a fait mieux. Il m'a envoyé une photo. C'était une copie du bail de la boutique avec leur nom barré au marqueur noir et une ligne vide en dessous. Dessus, il y avait une note de son écriture. Ils veulent la guerre. Qu'ils aient le silence à la place. Cet après-midi-là, ils ont perdu le bâtiment. Papy leur a signifié leur congé. Pas une expulsion, pas encore. Juste une résiliation du bail à son échéance le trimestre suivant. 90 jours. Ils pensaient pouvoir réécrire l'histoire, tordre les faits, me menacer pour me faire taire. Mais ils avaient oublié que la seule chose qui les avait toujours sauvés auparavant était le silence de papy. Et cette fois, c'était lui qui écrivait la fin. Papy m'a appelé un jeudi soir et m'a demandé si je pouvais passer à la maison ce week-end. Sa voix n'était pas lourde, juste calme. Le genre de calme qui signifiait que quelque chose touchait à sa fin. Il a dit, tu devrais venir chercher le titre de propriété de la voiture en personne, et ils seront là. Je savais de qui il parlait, et je savais ce qu'il faisait. Ce n'était pas pour eux. C'était pour moi. Alors, j'y suis allé. Samedi, 15 h. Je me suis garé dans l'allée que je n'avais pas vue depuis plus d'1 mois.
La dernière fois que je m'y étais garé, j'étais encore sous l'illusion qu'une famille pouvait être réparée simplement parce que les gens partageaient le même sang. Je ne pensais plus ça. La porte d'entrée était entr'ouverte. Je suis entré sans frapper. Papy était assis dans son vieux fauteuil dans le salon, calme comme toujours. Mes parents étaient déjà là, sur le canapé en face de lui, assis côte à côte comme s'ils attendaient un verdict. Ils ne m'ont pas regardé tout de suite. Je suis resté un instant juste à l'entrée. Personne n'a rien dit. Puis papy a fait un geste vers le fauteuil en face de lui et a dit « Finissons en ». Alors, je me suis assise. Ma mère a été la première à parler. Elle n'a pas pleuré cette fois. Pas de drame. Elle a dit qu'ils étaient désolés, mais ça ne sonnait pas comme du regret. Ça sonnait comme une formalité, comme quand quelqu'un s'excuse de vous avoir bousculé sur le trottoir. Puis mon père a parlé. Il a dit, les choses ont dérapé. Nous ne pensions pas que tu partirais vraiment comme ça. C'était la chose la plus proche de l'honnêteté que j'avais entendue de leur part depuis des semaines. C'est ça qui a fait mal. Pas l'insulte, pas la trahison, but le fait qu'ils n'avaient jamais vraiment cru que je pouvais choisir d'en avoir fini. Qu'ils pensaient que je reviendrais toujours un jour ou l'autre parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Pas cette fois. Papy a ouvert un dossier sur la table basse. À l'intérieur se trouvaient 2 documents. L'un était le titre de propriété finalisé de la voiture, enregistré à mon nom. L'autre était un avis confirmant la fin de leur bail à la boutique, effective dans 60 jours. Il m'a tendu le titre de propriété et les a regardés. Si elle vous avait poursuivi en justice, je l'aurais soutenu au tribunal. Mais elle ne l'a pas fait. Il vous a donné une porte de sortie, et vous avez quand même choisi de tordre les choses. Ils n'ont pas discuté. Puis papy a ajouté quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il leur a dit qu'il avait mis à jour son testament. Il n'a pas dit ce qu'il contenait, juste que certaines choses avaient changé. Il en est resté là. Ma mère est devenue blême. Mon père a baissé les yeux. Je suis restée silencieuse. Puis papy s'est tourné vers moi et a dit, « Tu es venu chercher quelque chose, et je pense que c'est plus qu'une simple voiture. » Il avait raison. Je suis venu chercher le dernier morceau de moi-même que j'avais laissé dans cette maison. La conviction que j'avais besoin de leur approbation pour avoir ma place. J'ai plié le titre de propriété dans mon sac et je me suis levé. Pas d'adieu, pas de pic final. Je n'avais pas besoin qu'ils m'expliquent quoi que ce soit d'autre. Je ne voulais pas qu'ils le fassent. J'avais déjà compris tout ce que j'avais besoin de comprendre. Alors que je me dirigeais vers la porte, ma mère s'est levée comme si elle allait me suivre. Je l'ai entendu murmurer, « Camille ». Je ne me suis pas arrêté. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai marché jusqu'à ma voiture. Ma voiture. Et je suis parti. Pas vite. Sans colère. C'était fini. Maintenant, quelques mois plus tard, je vis dans un nouvel appartement dans un quartier différent de la ville. La voiture est en bas, propre et à mon nom. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles depuis ce jour, et je n'ai pas cherché à en avoir. Mais parfois, tard le soir, je pense à la rapidité avec laquelle tout s'est effondré. Non pas à cause de ce que j'ai fait, mais parce qu'ils n'ont jamais cru que j'avais la force d'arrêter de tout réparer. Ils avaient l'habitude de dire, les liens du sang sont plus forts que tout. Mais ils ont oublié la version complète. Le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de la matrice. La famille ne vous garde pas au chaud quand elle est bâtie sur le contrôle. Mais la vérité, oui. Les limites, oui. Et la paix, la vraie paix, vient quand on part enfin sans sourciller. Ils m'ont dit de ne pas venir à Noël. J'ai fait exactement ce qu'ils ont demandé, et je ne suis jamais revenu. La mise à jour cela fait environ 7 mois que je ne les ai pas vus. Il n'y a pas eu d'appel, pas d'excuses surprises, pas d'invitation pour les fêtes glissées sous la porte. Juste le silence. Et honnêtement, j'en suis reconnaissante. La boutique a fermé. Elle n'a pas pu survivre après la fin du bail. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas pris contact. J'ai juste pris note et je suis passé à autre chose. Je vois papy régulièrement maintenant. Il vient dîner toutes les 2 semaines. Nous faisons simple, nous parlons du travail, du jardin, de choses et d'autres. Le reste reste enfoui. Et en parlant de travail, j'ai commencé à aider d'autres petites entreprises à mettre en place les systèmes que j'avais autrefois construits pour mes parents. Un client en a amené un deuxième,
puis 5. Maintenant, c'est une activité stable. Calme, honnête, n'est-ce pas? La voiture est toujours avec moi. Chaque fois que je la conduis, je pense, ils ont essayé de me prendre ça, et je ne les ai pas laissés faire. Je ne suis pas revenu. Je n'ai pas pardonné ce qui n'a pas été réparé. Mais j'ai avancé, et c'est plus que suffisant.